Globalement, t'as un crack par SERP qui fait des strats, soit parce qu'il était premier, donc c'est un pionnier, soit parce qu'il est vraiment très bon. Et globalement, t'as tout le monde qui suit derrière en disant hey, il fait ça, ok, je vais faire ça, un peu mieux. Il n'y a pas de secret, il faut que je bouffe encore du e-com et des bonnes pratiques et du knowledge CRO pour que ça devienne un automatisme. Mais ça se débloque, je suis content, j'ai encore pas mal de routes, mais je suis là, je suis à fond. Quand tu onboardes un client, tu dois aller chercher du résultat direct. Tu te concentres là où il y a déjà de l'argent. Tu vas pas essayer de convaincre plus de personnes. Tu vas essayer de tirer plus de revenus de personnes qui sont déjà convaincues ou de briser les dernières objections à l'achat. Et ça, tu dois le faire dans tes 3 à 6 premiers mois parce que c'est là où tu vas justifier aussi instantanément la valeur de ton service. Et tes articles qui parlent des géraniums, c'est ceux qui marchent le mieux. Ok, il y a un intérêt sur les géraniums, tu arrives à le driver. Ouais. Comment t'en vends ? Je reviens au sujet, si on est premier sur Google mais 0 vente, c'est pas ce qu'il faut. On s'est envoyé un event Google où il y a écrit top 1 sur Google mais 0 vente, l'avis de Kylian. C'est ça. Donc maintenant, il faut tenir 58 minutes. Je pense qu'on va y arriver. Écoute, tu es avec nous depuis 4 mois ? Ouais. Je ne saurais jamais. Depuis 4, mi-octobre, donc c'est ça fait 5 mois. 4-5 mois que tu es dans la team The Deployer. Tu nous as rejoint sur la partie CRO, particulièrement la partie stratégique, les audits, qui chez nous font partie du process de sales. Avant de partir dans quelconque action opérationnelle et s'engager avec un client sur des mensualités, lancer des tests au quotidien, et ben, il faut qu'on sache quel test lancer et qu'on remette tout à plat. Nous, on avait besoin de quelqu'un là-dessus, parce que tu te rends compte, c'est une charge de taf qui est... Je m'en suis rendu compte. qui est assez fat. Mais, particularité, c'est pas ton taf, de base. Non. Tu viens du monde du... Ouais, je viens du milieu du SEO à la base. SEO. C'est ça, du référencement. Donc plutôt que d'être dans la conversion, à la base, j'étais vraiment dans l'acquisition pure. Et full organique, pas de ads, rien. C'était vraiment genre mon taf, c'était SEO à 100%. Et ouais, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Je continue toujours avec des petites missions sur le côté, mais ouais, quand je t'ai rejoint, c'était l'opposé, quoi. Donc j'avais déjà le pied à l'étrier, parce que j'avais déjà bossé sur des e-commerce, etc. Mais c'est une dimension nouvelle qui s'est ouverte à moi, carrément. Et je pense qu'on a déjà parlé de pourquoi nous, ton profil nous a intéressés sur ce genre de job. Mais toi, pourquoi ? Moi, pourquoi ? Parce que j'en avais un peu marre du SEO. Très honnêtement, j'en ai fait sur plein de thématiques différentes. J'ai bossé sur du casino en ligne, sur du pari sportif, donc les SERP les plus durs du monde. J'ai fait du CBD, marché français. J'ai vu aussi le côté du marché suisse. J'ai fait pari sportif en Angleterre, en Irlande, enfin des grosses SERP. J'ai fait aussi des plus petits marchés avec de l'affiliation pour de la review de CRM, enfin voilà, des petits sites un peu de niche. J'ai fait aussi, mes premiers sites c'était du Amazon FBA. Enfin en gros, j'ai un peu touché à tout et je suis loin de tout connaître en SEO, c'est impossible, de toute façon ça se renouvelle en permanence, mais j'avais besoin de toucher à autre chose, j'avais besoin de goûter à autre chose, et j'ai eu un peu cette lassitude d'être constamment un peu dans les mêmes stratégies, même si bon, pour chaque site c'est un peu différent, mais globalement ça se répète un peu toujours, donc j'avais une envie de nouveauté, quoi. Voilà. T'aurais pu apprendre à coder. Ça aurait complété à mort ton... Ça aurait, c'est toujours quelque chose que j'aimerais bien faire, j'aimerais apprendre à coder, mais je veux pas que ça soit ma seule occupation, parce que j'ai pas la patience. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que je suis parti un peu du SEO pour aller vers le CRO, excuse-moi, c'est une question de patience aussi beaucoup. Tu savais ce que c'était ? CRO, deux noms, mais ça s'arrêtait là, là. J'avais aucune notion des bonnes pratiques, de comment ça fonctionnait. Mais tu bossais sur des e-commerce ? Ouais, mais c'était pas Le but, c'était de ramener du trafic, mais à la fin, ce trafic, fallait l'exploiter. Moi, c'était... Tu t'en souciais pas du tout ? Je ne m'en souciais pas et je le mettais vraiment très au clair. Dès que je rentrais pour travailler pour un e-commerce, c'est moi, mon taf, c'est de vous ramener du trafic. Je vais le ramener sur les pages qui importent. Donc, si je le ramène juste sur des pages de blog, ça a beaucoup moins de sens que de les ramener sur des pages produits ou des grosses collections. Ouais. Mais... T'as pas forcément le choix non plus à un certain moment, non ? Oui, de toute façon, t'es obligé. Mais je ne suis pas responsable de taux de conversion. Okay. Parce que ces shops-là avaient tous des équipes marketing. Ouais. Mais donc t'avais pas envie qu'on te taf. challenge sur cette partie parce qu'il fallait que tu sois focus ou ça t'intéressait pas du tout ? Parce que j'y connaissais rien. Déjà, je voulais pas être responsable de quelque chose dont j'avais aucune connaissance ou quelque chose de très théorique, de loin, comme ça. Et oui, puis je voulais être focus à 100% sur mon SEO et je comptais un peu, peut-être à tort, sur les équipes marketing qui étaient dédiées à s'assurer du taux de conversion, de faire leur taf. En fait. Ok.
Ok, je comprends. J'en suis revenu depuis. T'en es revenu? Ouais. Bah, maintenant, je travaille pour des petits sites, etc., en SEO toujours. Maintenant, j'incorpore un peu cette notion de CRO en essayant vraiment de travailler sur les bonnes pages, d'avoir les bonnes pratiques, de faire en sorte de pas, on en parlera, mais de mettre du texte à outrance qui va complètement ruiner l'expérience utilisateur, etc. Il y a plein de choses, mais Tout en voilà. ayant aussi une bonne richesse de contenu. C'est un peu. C'est la balle. C'est le bête de sujet de cette vidéo. C'est tu la vois. balance Ouais. ultra dure à trouver, mais lorsqu'on la trouve, on est content. Ok, je comprends. Qu'est-ce qui a changé Je pense que depuis que tu as un peu. Tu commences à avoir des bonnes notions sur la partie CRO, stratégie d'optimisation. Est-ce que ça change fondamentalement la manière dont tu vas réfléchir ou penser une strat SEO avant même de commencer de toucher une seule touche de ton clavier sur un shop? Pour l'instant, non, parce que j'ai encore l'éducation SEO depuis. J'ai fait 5 mois de CRO et 3-4 ans de SEO, donc j'ai toujours ce SEO. Et quand on me prend pour une mission SEO, je pense d'abord SEO. Mais disons que c'est une notion que je prends en compte une fois que le B à bas du SEO est fait. Quand j'arrive sur un site, je m'assure qu'il y ait tout qui roule, qu'il n'y ait pas des 300 dans tous les sens, que le contenu soit plus ou moins optimisé. Ça, on va dépendre de plein de paramètres, mais qu'on soit globalement dans une bonne optique pour pouvoir avancer. Moi, j'ai Ok. une allégorie que j'aime bien, c'est on va d'abord boucher les trous du bateau pour qu'il flotte avant de foutre une voile de stratégie. Donc, après parler CRO, gros push de backlink ou ce genre de choses, d'abord, on va s'assurer d'avoir des bonnes pratiques. Ok. Donc, d'abord, je pense à ça, et ensuite, potentiellement CRO. T'as été dans quoi comme structure avant? T'as bossé en freelance solo ou t'as bossé Non, pour des non, boîtes? j'ai travaillé pour des grosses agences SEO, j'ai travaillé pour Green Tomato Media, pour Blue Window, qui est à Malte. Et ensuite, je suis parti en freelance, ouais, je travaillais pour du CBD en Suisse et marché français aussi. Je travaillais pour une boutique de matelas de yoga. Enfin, voilà, il y en avait plein. C'est des grosses structures où t'étais? Des grosses structures, non, c'est des entreprises de 10-15 personnes. Ok. Mais ils ont tous un pôle marketing dédié. Et Et ils me prenaient, moi, en SEO, et bien souvent, j'étais tout seul. tu parles pas du client final, tu parles de l'agence ou là où t'étais? Non, non, du client final. Ok. Et Ah non, l'agence? les Là où- agences, c'était énorme. Ouais. C'est 70-80 SEO. C'est quoi Facile. les diffs entre ces agences et la nôtre, où on Le... est? Bah, pour le Moi, coup, j'ai zéro expérience dans une grosse structure. pour J'ai le toujours monté des coup, boîtes moi-même. il y a vraiment, bah, d'un point de vue management, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, chez les déployeurs, on est vraiment, on met l'accent sur l'indépendance de chacun, faire en sorte qu'on a une tâche commune et on avance tous vers cet objectif. Il n'y a pas de micromanagement ou très peu, sauf quand parfois c'est nécessaire, lorsqu'il y a de l'apprentissage à être fait, qui doit être fait ou ce genre de choses. Mais globalement, dans les structures comme ça, il y a toujours SEO junior, SEO manager. Avec des steps de validation, il Head n'y a of rien qui SEO. sort juste par le client Et- sans passer par le head. Exactement. Alors, globalement, moi, les structures dans lesquelles j'étais, on ne travaillait pas pour un client externe. On avait nos propres sites. On faisait de l'affiliation pour des casinos et des sites de paris sportifs. Donc, on montait nos propres sites. Il y avait des SEO qui étaient Ouais. globalement une équipe. C'était 5-6 SEO et ils avaient 3-4 marchés. Donc, par exemple, moi, j'étais le seul français dans le pôle anglophone. Tous les Français étaient en pôle France, mais vu que je parle anglais, ils m'ont mis dans le pôle anglophone. Et moi, j'avais marché Irlande, Nouvelle-Zélande, UK. Alors, bon, ça, c'était les miens, mais après, il y en avait d'autres. Il y avait Nigeria, il y avait Inde. Ok. Voilà, quoi, il y en avait pas mal. Ontario. Et donc, tu as dit la différence principale, c'est on est moins derrière tes bots. Ouais. Bah, on va dire que, surtout à Malte, il y a un turnover de fou furieux. Et donc, du coup, c'est globalement, tu viens, si t'es bon, tu fais tes chiffres. T'es pas bon, bon, au revoir, quoi. Voilà, surtout à Malte, c'est 6 mois de période d'essai. Donc, ils ont le temps de te voir venir. Et surtout en SEO, pour évaluer quelqu'un sur du SEO, bah, ça prend minimum 3-4 mois. Parce que les résultats, ils viennent pas en 2 secondes. Ok. Donc c'est assez tricky. Alors je me mets aussi à leur place. Le management n'est pas toujours aussi efficace que je pense qu'il devrait. Mais c'est dans toutes les structures. Je parlais des SEO qui travaillent pour plein d'entreprises. À partir du moment où c'est des grosses agences SEO notamment, pour quantifier et pour évaluer les SEO consultants, c'est pas évident. Ok. Les autres trucs qui changent? Le budget, ouais. Bah après, alors nous, on crée pas des sites. Donc on n'a pas un budget backlink par exemple. Mais oui, on avait des sites avec des budgets 100-150K. Ok. Moi, je suis persuadé Pour qu'on a des certains sites marchés. avec des gros budgets. Oui, mais c'est pas nous qui le En gérons. SEO. Ouais. Mais Ok. voilà. Ah oui, Ça fout une grosse on pression. travaille pour des clients. Ah bah c'est toi qui es en charge, donc oui. Ouais. C'est toi qui dois te débrouiller pour trouver les bons backlinks. Alors généralement on sous-traite, on a des agences, enfin on peut avoir des freelances sur Upwork, des mecs, des petites mains qui s'occupent de faire de l'emailing pour gérer du backlink. On travaille avec des plateformes qui vendent des liens aussi, donc bah, c'est un peu... Voilà. Donc il faut gérer son budget pour avoir
le contenu, donc engager les rédacteurs, le faire payer, se rémunérer soi, mais bon, ça, c'est pas nous qui choisissons, mais globalement, il y a ça. Les backlinks, etc. Alors, quand tu es SEO junior, tu maîtrises absolument rien de tout ça, c'est ton SEO manager qui gère ça. Mais à partir du moment où tu grimpes un peu, à partir du moment où tu es SEO manager, où tu es en charge d'un marché, c'est toi qui gères ton budget, quoi. Ils vont débloquer aussi des nouvelles tâches, actions, responsabilités qui ne te concernent pas au début, mais ils te forcent aussi à te concentrer sur un seul et unique truc. Peut-être que tu avais la relation avec les clients. On n'est pas client. Enfin, alors, en structure, non, mais quand j'étais seul, oui, c'était moi qui... J'étais globalement... Pour les 3 e-commerce pour lesquels je travaillais, j'étais le seul SEO. Okay. Alors après, il y avait du peu marketing qui faisait un peu de SEO, donc je leur déléguais des trucs un petit peu... la review de contenu, par exemple, des fois. Mais globalement, j'étais tout seul. Ils me prenaient en head of SEO, mais j'étais head of SEO tout seul. Donc, c'est marrant, parce que du coup, nous, ce qui nous a intéressé, c'était que, dans tous les cas, trouver un CRO formé, prêt à être onboardé, ça n'existe pas. Ça coûte cher. En France. Ouais, ça coûte 15K par mois. Et il s'adaptera difficilement à nos process qu'on a créés sur mesure pour aller chercher du résultat rapidement. Là où une agence dédiée au CRO, pour moi, c'est des personnes full-time pour ta boîte. C'est aussi des boîtes qui enregistrent 20 à 50 000 transactions par mois, qui sont capables d'avoir une team full-time sur le sujet, qui est prête et dévouée au point d'appeler quasi tous les clients, que ce soit les abandons de panier ou même ceux qui achètent, de faire des vraies enquêtes poussées à toutes les étapes du funnel et même après, et de faire l'extra mile qu'on ne fait pas pour l'instant, parce qu'on sait aller à chercher de la valeur et du résultat pour les types de e-commerce qu'on cible, et qu'on veut aussi que notre service reste accessible pour des boîtes qui viennent d'atteindre ou qui ont largement dépassé le millier de transactions tous les mois. Nous, ce qui nous a plu, c'est déjà le fait que tu aies déjà bossé sur des sites e-com, que tu connaisses et que tu sois sensibilisé à ce que c'est que de l'acquisition de trafic, qu'elle soit payante ou qu'elle soit organique, parce que tout part de là. Comment ils sont éduqués, qui arrive sur ce site, comment je dois adapter mon discours et même diviser mes données pour bien les différencier et connaître les différents chemins qu'ils utilisent. L'attention que tu portes aussi potentiellement à un site, le détail que tu vas avoir, comme celui que tu vas analyser sur chaque URL ou tout dans le genre, on sait que c'est plus ou moins la même méthode qu'on va avoir, tu vois, quand on va découper un site de A à Z, même si on a moins d'outils techniquement, parce que toi, des SEMrush ou des trucs dans le genre, je pense que ça te mâche quand même pas mal le boulot. Screaming Frog, etc. Ouais. Et après, le fait que tu aies des terres, et ça ne change pas, tu as envie d'apprendre, c'est un milieu qui t'intéresse, tu as envie de te former encore plus à tout ce qui est marketing, et tu as eu une bonne courbe d'apprentissage sur la partie SEO, et donc on a dit let's go, on tente notre chance, on va voir, on sait que c'est pas un onboarding ou un apprentissage facile, et surtout on l'a mal documenté jusqu'à présent. Tu es arrivé, tu avais vraiment la finalité. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait. Après, c'est parce que c'est pas une discipline, c'est une discipline qui est nouvelle, pas facile à transmettre. Donc c'est pour ça, moi, il faudrait que je commence à vraiment le documenter, parce que si plus tard on prend d'autres personnes pour faire ce travail-là, du coup, il faudra qu'on soit capable de retranscrire. Et vu que c'est plus frais pour moi, je pense que j'aurais besoin aussi de ce truc-là où je peux me souvenir de comment c'était, les points sur lesquels moi j'ai eu des difficultés, pour pouvoir les transmettre le plus smooth possible, quoi. Donc voilà. C'est ouf. Et ouais, SEO, CRO, on a un peu les mêmes process, à ceci près. Alors ça a tendance à changer avec le SEO maintenant, mais bon, globalement, SEO, on parle à la machine, et CRO, on parle à l'usure. Enfin, et ça j'avais pas cette distinction aussi nette que depuis que j'ai vraiment commencé à saisir le CRO, etc. Alors maintenant, les mises à jour ont tendance à mettre du contenu un peu plus user-friendly, etc. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on se rend compte que la machine attribue, admettons qu'elle donne des points pour donner de l'autorité à ton score, et ben en fait elle va quand même attribuer des points par rapport à des réactions humaines, du temps passé sur la page, le contenu qui a été dévoilé par l'utilisateur, et tout ça, ça montre quand même que elle optimise ou elle place une boutique au-dessus d'une autre par rapport à l'attention qu'elle arrive à driver. C'est le cas, à ceci près que ça coûte très cher à Google de recueillir ces données-là, surtout pour tous les sites, donc elle le fait pas pour tout le monde, en tout cas. De ce qu'on en sait, skip. Ça c'est là. Ça dépend. SEO
ouvrez les guillemets, ça dépend. Mais globalement, ça coûte très cher à Google. Donc pour des gros shops, elle va le faire. Par contre, pour des plus petits e-com, etc., elle va vraiment avoir sa checklist. Et voilà. Est-ce que ton titre est assez long? Est-ce que tu attends de backlink? Est-ce que ton contenu est pertinent par rapport à tes concurrents? Ton optimisation sémantique? Ce que tu proposes, est-ce que tu as une FAQ? Bon, quoi que la FAQ maintenant, apparemment, c'est que pour les sites d'autorité. Non, mais c'est un merdier. Et surtout, le truc, c'est que depuis que je bosse sur le CRO, je me documente à fond sur le CRO et j'ai un peu laissé de côté la partie SEO. Donc, c'est pour ça, si je dis des infos qui sont un peu datées, excusez-moi, mais, ça fait 5 ans que j'ai plus 5 mois que j'ai plus la tête dans le guidon d'un point de vue SEO. Donc, voilà. C'est quoi ton taf, là? Maintenant, faire les audits. Globalement, faire des audits, on récupère des clients qui veulent être onboardés et je les épluche. Je les décortique jusqu'à la première layer avec les concurrents jusque dans le petit point de détail de la donnée. Et ensuite, à partir de ça, on développe, on voit les bonnes pratiques qui n'ont pas été appliquées et on les passe en quick win. Et ensuite, le gros œuvre, c'est vraiment d'aller faire des hypothèses, d'aller chercher des changements qui vont être game changers, qui vont pouvoir challenger vraiment le taux de conversion et voilà, les justifier et ensuite les présenter aux clients. C'est quoi le truc sur lequel tu galères ou tu as galéré le plus pour créer des hypothèses qui ont du sens ou être capable de livrer un audit qui apporte de la valeur au final au client, parce qu'on parle quand même à des boîtes qui font plus de 100 000 balles de chiffre d'affaires tous les mois, qui connaissent leur marché quasi par cœur ou qui ont quand même bien retourné le sujet. Il y a ce truc-là. C'est non seulement d'apprendre à quelqu'un qui connaît son marché depuis des mois, voire des années, alors que toi, tu l'as découvert il y a une semaine, des choses. C'est pas évident, déjà, de réussir à venir. Alors, c'est pour ça que j'adore lorsqu'on est en call après l'audit et que le client fait « jamais appris autant ». On a eu ce retour il n'y a pas longtemps. « J'ai jamais appris autant de choses sur ma marque ». C'est bien, parce que ça veut dire qu'on a bien bossé derrière, qu'on a vraiment compris la marque, comment elle fonctionnait, et on l'a mis en exergue, et on a montré des points de friction au client qu'il n'avait pas forcément vu, alors qu'il connaît son marché sur le bout des doigts. Et là où c'est le plus compliqué, ça va être de vraiment tout trouver. Mais ça, je pense, c'est l'expérience, c'est globalement... de rien laisser au hasard. C'est rien laisser au hasard, c'est ce truc-là. J'ai, je pense, les bonnes pratiques. Je les ai... Alors, pas toutes. Il y a une partie, c'est aussi du code, c'est un peu du dev, donc c'est des points aussi où moi, je vois pas forcément. Toi, tu le vois parce que t'as 42, tu fais ça depuis des années, etc. Moi, j'ai encore... je me rends pas compte qu'il y a un problème parfois, alors qu'il y en a un, mais c'est assez subtil. Ça n'a rien à voir avec 42, hein. C'est vraiment le fait d'avoir retourné aussi Shopify dans tous les sens. C'est des problèmes qu'on connaît depuis longtemps. Là, ouais. Tu vois, les duplicates d'URL de produits, c'est des trucs que tu vas voir direct. Quelques limitations, la manière dont ils gèrent leur bundle avec des variantes ou autres. Il y a des trucs un peu plus optiques, que ce soit pour la logistique à la fin. Parce que tu vois, optimiser à la fin des profits on-site, c'est aussi potentiellement, alors ça passe par le taux de conversion, la LTV, l'AOV, c'est ce qui inquiète le plus les commerçants. Mais en fait, si à la fin, tu arrives aussi à réduire ses frais fixes en application ou même en humain, que ce soit au support ou en picking à la logistique, c'est quand même des données sur lesquelles tu agis et tu gagnes et qui concernent le site. Ouais, alors ce que je vois surtout, moi, alors pour le coup, c'est tout ce qui est un peu techos Shopify, j'ai encore des points où je les vois pas. Par contre, tout ce qui est techos SEO, genre les duplicates d'URL, les 404, les trucs, ça, voilà, c'est pas... Tu utilises encore tes outils ? Moi, des fois, je fais les petits scrolls dans Screaming Frog pour aller chercher les petites... Je sais pas... Il y a quelques clients qu'on a eu sur lesquels je t'ai dit fais gaffe à l'aspect SEO. Parce qu'il y a 2-3 clients sur lesquels on a des grosses contraintes. On est obligé de faire valider chaque A/B test par les teams SEO. On est obligé de créer modifier les canonicals sur les duplicates de produits ou les trucs dans le genre. Ça peut être tricky. J'ai pas souvenir que tu m'aies dit fais gaffe à vraiment cette partie SEO sur un client. Par contre, je me souviens avoir vu des choses du coup par mon œil SEO qu'on voulait mettre en place et où j'ai fait ça peut être problématique, à en discuter, à voir avec eux leur stratégie, etc. Lorsqu'on veut réduire l'entête de ça à ça, parce que voilà, les premières lignes de contenu dans une page, c'est les plus importantes, donc attention. Voilà. C'est des petits trucs, mais j'ai quand même mon œil SEO des fois qui vient me... Des fois il se trompe, mais ça, voilà. Ok, stylé. Il y a un truc que je te répète souvent sur la partie audit pour toujours formuler des hypothèses qui ont du sens et surtout qui ont de l'impact. Parce que c'est ce qu'on veut faire. On a le droit de modifier qu'un seul truc à la fois.
Et parfois bloqué pendant 2 semaines. Donc il faut que les 2 semaines que tu bloques, Ça a du sens. elles apportent le plus de profit possible, ou du moins qu'elles aient le plus de chances possible d'apporter du profit. C'est pour ça, genre, à chaque fois quand tu réfléchis, tu penses vraiment, tu visualises le compte en banque du founder ou de la boîte que tu es en train d'audit et tu penses qu'à l'argent. Tu rentres dans la tête du prospect cible en comprenant bien les créas et pareil, comme je te disais, son niveau d'éducation avant qu'il arrive sur le site et tu te mets dans ses bottes. Tu te mets à sa place, tu regardes aussi ce qui se passe potentiellement au support ou parmi les interactions qu'il y a avec les clients, les questions qu'ils posent le plus et tu regardes si c'est bien répondu, tu regardes si ça va bien derrière. Il y a même des trucs dont on se rend compte et je te le partage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on me partage dans les premiers appels avec les clients où lui il m'explique quelles sont les requêtes qu'il a le plus parce que lui il interagit encore plus avec ses propres clients Ouais. et il connaît les objections de base. Parfois même, on a juste des clients ou des prospects qui me racontent leur boîte d'une manière complètement différente que ce qui est écrit sur le site et beaucoup plus clair. Dans leur tête, c'est super clair, super mal exprimé sur Sur le site, ouais. sur le site. Et du Ouais. coup, il y a pas mal de trucs à remettre là-dessus pour que tout soit à plat et pour que les utilisateurs comprennent aussi tel que moi je l'ai compris. Gros challenge. Ouais, non, gros, mais ça s'apprend et à chaque audit que je fais, je débloque un peu plus, tu vois. Je vois ça comme une On jauge. avance bien. Ouais, je suis content. Je tape là encore la tête contre les murs parce qu'il y a des trucs qui m'échappent. Et surtout, je pense que c'est aussi de mon côté à être capable de, dès que je vois quelque chose, je le note. Parce que j'ai tendance à me dire, je l'ai mis dans les learnings, bah, je reviendrai dessus, je vais m'en souvenir. Et au final, il y a tellement de trucs Ouais. que il passe à la trappe. Et quand après, toi, tu le soulèves en disant, ah, il y avait ce truc-là aussi. Après, heureusement qu'on sort des maquettes quand même, ça permet aussi de Ouais. bien se projeter. Mais Visualiser, c'est vrai que notre ouais. rôle, vu qu'on fait les recommandations avant que les maquettes commencent, il faut réussir à assez se projeter pour imaginer l'état futur du site ou de la feature que tu vas recommander de mettre en place avant même qu'elle soit design pour donner toutes les infos. Tu vois. C'est ça le plus dur parce que tu vois, nous on a livré beaucoup d'audits avant que tu arrives. Sans ces designs, on n'avait pas l'ENA, on sortait pas de maquette, ou moi j'en faisais vite fait juste pour qu'on puisse se projeter. Et c'était le plus dur, c'était le plus gros challenge, c'est d'arriver à communiquer aux clients ce qu'on a dans la tête au final. Tu vois. C'est pour ça, non, maintenant, avec les Figma, c'est une méga plus-value qu'on a. Et de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut que je bouffe encore du e-com et des bonnes pratiques et du knowledge CRO pour que ça devienne un automatisme. Mais ça se débloque, je suis content. J'ai encore pas mal de routes, mais je suis là, je suis à fond. Top 1 sur Google, mais 0 vente. Je pense qu'on s'est introduit là. C'est bien présenté. C'est ce qu'il faut. Comment on génère du cash quand on a opté pour une stratégie organique quasi intégrale ou une part de son trafic en organique. Pour des clients qui sont en full organique, c'est le sujet principal. J'arrive à driver du trafic, j'ai réussi à mettre en place ce qu'il fallait faire en termes de contenu, d'URL, de richesse, de backlink, de tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui arrivent sur le site et rien. Pour ceux qui font de la pub ou qui ont une autre source de trafic sur laquelle ils s'appuient, ils sont plus patients, mais ils voient quand même que, en fait, on a de plus en plus de trafic qui monte sur les pages de blog ou d'informations, ça draine aussi notre taux de conversion vers le bas, ce qui les inquiète un peu plus parce que c'est du trafic qui rebondit beaucoup, qui ne convertit pas, et qu'au final, en fait, ça croît, mais on investit beaucoup et on n'arrive pas à tirer des profits. Déjà, il faut comprendre, j'aimerais bien avoir ton avis, mais bon, je pense que pour l'instant, déjà, on est en train de mettre la situation pour que les gens s'identifient. Il y a aussi plusieurs manières de faire du SEO, plusieurs types de requêtes sur lesquelles on va se positionner, informationnelles, transactionnelles. On a quand même beaucoup de pages d'infos qui vont servir à aller chercher les requêtes transactionnelles et qui vont donner plus d'autorité et de poids à ton site. Et on a plusieurs modes, comme je disais, de SEO. On a des personnes qui sont capables de créer des fiches produits à l'infini, qui vont sourcer des produits je ne sais où. Mais on a aussi d'autres personnes qui sont limitées dans leur taille de catalogue et qui choisissent le SEO pour ramener du trafic dessus, contre d'autres qui partent de la requête et qui vont trouver des produits à caler sur cette requête-là. C'est ça. Alors, c'est globalement un équilibre à trouver. Ça va dépendre du marché. S'il n'y a pas de concurrence, globalement, il n'y a pas besoin de faire des pages info énormes qui sont gorgées de backlinks pour aller chercher des mots-clés long trends. Ce ne sera pas pertinent. Mais globalement, pour ceux qui sont dans le cadre où ils choisissent le SEO parce qu'ils ont des produits, ils choisissent pas leur requête, c'est un peu par défaut. Dans ces cas-là, globalement, on va aller essayer de monter sur du long trend, donc sur des mots-clés qui sont à plus de 3-4 mots, donc des requêtes de 3-4 mots, pour gagner de l'autorité, si c'est un site qui n'a pas trop d'autorité, etc. Et si jamais on arrive
Normalement, c'est le but, avoir suffisamment de trafic sur ces pages-là. L'objectif, après, c'est de faire beaucoup de maillage interne vers les pages produits pour envoyer de la puissance à la page produit, qui, elle, va du coup bénéficier de l'autorité du site. Mais ça prend des années. Enfin, ça peut prendre des années. Ça va dépendre. Mais c'est ultra stable à partir du moment où tu as réussi à craquer le truc. Si tu as réussi à faire ça, sauf... Ce que vont chercher les personnes Bah, qui se lancent dans du SEO, c'est je suis prêt à y mettre du temps C'est pour ça. que ça me rapporte des rentes limite La technique ad de vitam. mettre au taquet de contenu suroptimisé dans les pages produits, ça marche pas beaucoup. Surtout actuellement où on a Google qui essaie de nourrir son IA avec Bard, etc. C'est de l'info, il veut de l'informat, il veut du contenu, il veut de l'information qui est délivrée en paquet de 12. Et donc, c'est faire des pages de blog, 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 gagner en autorité. Et lorsque le site a suffisamment d'autorité, là, ouais, on redirige vers les pages produits, on pousse la homepage et on peut essayer du coup de se positionner sur des mots-clés qui sont plus conséquents. Donc, je sais pas, si on est dans le CBD, c'est bonne chance. Mais si on est dans le CBD, ouais, ça va être d'aller se positionner sur vente CBD, CBD pas cher, CBD, HHC, voilà, ce genre de requête. Mais avant, il faut faire 50 pages de est-ce que le CBD est bon pour l'arthrose, est-ce que le CBD permet de mieux dormir. Enfin voilà, faut en faire à fond et appuyer en backlink. C'est plus facile de ranker un slash product ou un slash blog. C'est pareil. Ça va dépendre de la SERP. Mais si Google a décidé que sur mots-clés CBD pas cher, il voulait que des pages produits, tu rankeras jamais avec ton blog. Ok. Ça Et ça, il l'a décidé par rapport au standard qui a été défini par les personnes qui sont posées sur cette requête ou Il l'a décidé. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, encore une fois, on ne sait pas exactement. Mais c'est un skip. Mais globalement, ça a été décidé parce que Google a compris l'intention de l'utilisateur sur cette requête. Quelqu'un qui cherche du CBD pas cher. Okay. Ouais. Lorsqu'il y a une requête qui commence à gagner Makes en volume, il propose du contenu informationnel, du contenu transactionnel. Il regarde lequel attire le plus d'utilisateurs. Si c'est l'informationnel, ça devient une SERP informationnelle. Si c'est le transactionnel, ça devient une SERP transactionnelle. Tu recommandes aux boîtes qu'on fait beaucoup d'articles de blog par cocon. Ouais. J'ai utilisé Cocon sémantique, les termes. Mais tu recommandes aux boîtes qu'on vraiment créé beaucoup d'informations, voire même genre un espace de formation complet grâce à la richesse de contenu qu'ils ont mis dans leur blog, d'accepter leur frustration de ne pas avoir du trafic qui convertit sur ces pages-là et se visionner et se projeter le jour où leur homepage ou leur page de collection produit sera rankée et de ne rien faire dessus ou de quand même essayer. Ah non, moi je pense qu'il faut essayer. Là, c'était la stratégie où c'est quelqu'un qui se lance, qui rachète un site ou qui veut faire monter, mettre le focus sur l'informationnel. Après, encore une fois, ça dépend parce qu'il va y avoir des SERP, des mots-clés, des champs sémantiques entiers où on veut que du transactionnel. Donc, dans ces cas-là, on va mettre un peu de contenu sur la page produit et on va pousser en backlink et... Ah, saoul. Genre, espérons ça passe. Tiens. Mais globalement, il faut pousser en informationnel pour que Google se dise « Ah, ok, il sait de quoi il parle ». Avoir du backlink de sites qui ont une grosse autorité pour que Google se dise « Ok, il sait de quoi il parle et ces sites-là le valident ». Donc, il gagne en autorité, il gagne des points, c'est ce dont on parlait après. Et ensuite, une fois qu'on a une certaine autorité, là, on peut pousser nos produits. Et il y a ça, et il y a aussi, du coup, on va plus être dans la partie CRO, entre guillemets, mais on va parler à l'utilisateur, ou dans le contenu qu'on met, il faut que ce soit attractif. Ouais. Il faut mettre en avant son produit. Ouais, sinon, tu mettrais juste des champs de mots-clés. Des champs de mots-clés. Illisibles, incompréhensibles par un humain. Ça marche plus du tout, parce que Google, maintenant, sait bien lire et il comprend que tu es en train d'essayer de lui mettre. Mais tu peux mettre du contenu ultra précis, très poussé sur ton sujet. Mais si c'est pas intéressant pour l'utilisateur, oui, ça va ranker, mais... Sur la partie conversion, il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. C'est ça. Quelqu'un qui vient chercher des infos parce qu'il a des ampoules au pied, parce qu'il s'est mis à courir, il a envie de trouver la solution. Et il a envie d'être sûr que tu as compris la situation dans laquelle il était et que c'est bien le bon endroit, etc. Et après, il a envie de comprendre comment régler le problème. Et si ton article de blog ne répond pas à ça, commence pas à rediriger ou à vouloir forcer ton utilisateur à partir sur une fiche produit ou sur ta solution qui est une des solutions qui va lui permettre de régler son ampoule ou de ne plus en avoir à l'avenir, ça dépend de ce que tu vends. À savoir que renvoyer à fond en maillage interne vers sa page produit, c'est bien si tu as des pages de blog qui carburent. Ça sert à rien de le faire pour toutes les pages de blog qui ont 50 visites par mois. Tu vas juste diluer ton jeu SEO, ça va servir à rien et ça va plus faire du mal à ton site qu'autre chose.
voire à tes pages produits qui vont être submergées de maillage interne et ça va complètement déconstruire la structure interne de ton site. Donc, c'est plutôt les pages qui ont beaucoup de trafic, on fait du maillage interne vers Donc la on page les produit. update. Donc, on les D'abord, update. on se concentre sur le contenu de l'utilisateur. Qui On marche. attend de voir que l'article se distingue. Et après, on va commencer à essayer de trouver des moyens de mieux l'exploiter. À faire attention En parce conversion. que si jamais tu casses ta sémantique à l'intérieur Ouais. de ton blog, la page elle peut disparaître comme ça du jour au lendemain. Quelque chose qui t'a mis des années, voire Oui. des mois à aller chercher, Oui, peut disparaître du jour au ça lendemain. ou parce que alors soit ça peut être de ta faute, soit parce que Google a décidé de faire une update et il s'est dit en fait non. Voilà et du coup Et du coup, ça saute. tu recommences. C'est là où, au final, tu vois, il faut faire gaffe aussi parce que l'investissement où tu croyais que ça allait te rapporter des rentes en te demandant plus aucun travail pendant plus tard, quoi, peut aussi sauter du jour au lendemain. Ah bah, Il faut aussi constamment se remettre en question. Ça peut sauter et se dire que des sites SEO, alors on parle d'e-commerce, il y a des mecs qui font des gros parasites qui font des PBN à tour de bras, qui font juste de la vente de liens, ils sous-traitent ça et c'est rente, tranquille, ça existe, j'en connais. Mais là on parle de mecs qui se lancent dans un e-commerce, ils ont leur e-commerce. Ça nécessitera toujours, ne serait-ce que pour la partie SEO, une veille SEO en permanence. Alors tu peux la déléguer, mais globalement il faut toujours avoir l'œil dessus. Donc la démarche, c'est quoi ? On va pas partir. On va vraiment rester sur la tranche entre la partie SEO et SEO. Admettons que tu saches sur quel mot-clé tu veux te positionner et que tu aies déjà tous tes sujets d'articles. Ouais. Tu te concentres dans un premier temps sur la richesse et la pertinence du contenu que tu vas balancer par article. Tu les publies au fur et à mesure, à un rythme qui est constant. Tu ne sors pas tout d'un coup, quoi. Non. Et puis, tu te concentres sur autre chose. Tu n'attends pas de revenus, de résultats directs de ces articles-là une fois qu'ils sont publiés, et tu reviens dessus quelques mois plus tard et tu vois où ils en sont. Non, parce qu'il faut les alimenter en backlink. C'est bien de le faire. C'est même très conseillé. J'ai entendu que c'était particulièrement aussi sur... ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. Il y a des marchés où il n'y aura pas besoin parce qu'il n'y a pas besoin ou parce que Google ne considère pas que ce soit une niche qui soit safe, entre guillemets. Par exemple, les backlinks dans le porn, ça marchouille, quoi. Ok, donc marché, niche. Ça va, c'est ça. Par contre, dans le CBD, oui, il faut du backlink. Oui, parce que c'est aussi le standard. C'est un mec qui a été premier sur sa recherche sur les premiers mots-clés de CBD et qui a enrichi du backlink. Il a défini le standard de cette niche et maintenant, pour le taper, il faut des liens. Ah bah, il faut du lien, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, quand tu crées du contenu, il faut faire croire à Google que ton contenu, il est tellement bien que les gens en parlent. Les gens font des liens depuis. Si tu publies, ça peut, encore une fois, en fonction des marchés, etc. Ça va peut-être aussi te permettre d'avoir des résultats dans un timing plus court. Plus court, ouais. Plus court, c'est ça. Donc, encore une fois, à définir. Donc, globalement, on attend de voir. T'attends de voir. T'as quelques articles qui se démarquent. Tu comprends déjà plusieurs choses. Tu comprends ce que l'utilisateur recherche. Parce qu'avant, tu avais des intuitions, parce que même tu as de l'info sur les outils que tu utilises, tu sais ce qu'ils tapent, etc. Les concurrents. Mais tu vas chercher les concurrents. Tu vas chercher les concurrents. Tu as les infos quand même sur les concurrents. Les infos, c'est pour ça que la cool. stratégie backlink, moi, je n'attends pas de savoir si ça marche. Je vois si les concurrents en font, oui, j'en fais. Tu es sûr que quand tu t'attelles à rédiger un article, il va ranker ? Alors, ça peut... Mais globalement, tu fais des bons backlinks, tu as la même stratégie que les gens qui sont dans ton top 10. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est binaire. Google veut ça, tu le fais pas. T'apprends pas à mieux connaître ton utilisateur en analysant le trafic qu'il y a eu sur tes articles de blog au final. Pas tant que ça, non. Ouais. Vraiment, l'objectif, c'est gagner en autorité. Ok. Alors après, ça peut être intéressant si jamais tu es encore en quoi ? Pour ton site, pour le score global. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être intéressant si tu fais si tu es dans le domaine de la médecine, par exemple. Bon, alors, c'est pas conseillé parce qu'avec la medical update, etc. Mais bon, admettons, tu es sur quelque chose de très généraliste. Le jardinage, voilà, parfait. Tu crées un site assez généraliste sur le jardinage et tes articles qui parlent des géraniums, c'est ceux qui marchent le mieux. Bon, bah peut-être que tu vas vendre des bulbes de géranium, tu vois. Ouais. Ça peut être une option, tu vois. Bon, c'est pas pourquoi. Comment tu vas le faire ? Comment tu vas le faire ? Parce que tu es quand même dans une situation dans laquelle tu drives des dizaines de milliers d'utilisateurs par mois qui viennent s'informer sur les géraniums, la manière dont les faire pousser, la manière dont on va les stocker, la quantité de soleil qu'ils doivent avoir en moyenne, comment on doit les arroser, tous les sujets qui sont liés peut-être à leur conservation en hiver ou tout dans le genre. Ok, il y a un intérêt sur les géraniums, tu arrives à le driver. Ouais. Comment t'en vends ? Comment tu vends ? Directement, je pense, dans la page blog déjà, mettre des encarts. Tu testes dans la page blog. Tu fais des tests. Et ensuite, créer du e-book.
tu les injectes. Tu crées du e-book, pourquoi? Je crée du e-book pour gagner en autorité et je redirige ensuite. Voilà, tous les conseils qu'il y a dans le e-book pour faire pousser les géraniums, ils fonctionnent très bien avec les géraniums de ma marque, qui sont vendus sur le shop. Donc c'est pas directement depuis la page produit, mais c'est gagner en autorité dans la tête de l'utilisateur, quoi. Okay. C'est se faire une image de marque. On a des guides e-book qui sont clairs. On peut avoir des vidéos YouTube. Ça marche super bien. Mais des vidéos YouTube directement dans les pages produits ou dans les collections un peu moins. Mais enfin, homepage, page produit, on est humain, super. Quoi. Genre, Ouais, c'est ça. On est humain, on fait des vidéos sur la plantation des géraniums. Et en plus, c'est super parce qu'on en vend des bleus, des jaunes, des tout plein. Et il y a des gros liens dans les pages blog. Voilà. C'est la démarche... c'est dommage parce que tu n'as pas utilisé le mot information. On reste sur une requête qui est informationnelle. Les gens viennent s'informer, s'éduquer pour mieux prendre soin de leurs géraniums ou mieux les choisir. Et le e-book, ça paraît une évidence, mais ça paraît une évidence aussi pour pas forcer l'achat et être trop agressif pour renvoyer un utilisateur qui vient s'informer à tout prix sur une fiche produit. C'est de rester dans une démarche, de respecter sa démarche de récupération de l'information, de sécuriser une première conversion, qui est ta conversion vers le lead, que tu peux tester aussi. Donc de sécuriser ton prospect qui n'est plus un utilisateur de Google, il devient ton lead prospect à toi. Il t'appartient, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux le retarget, tu peux aller plus loin aussi dans l'éducation sur ta propre marque. Mais de rester dans le respect dans un premier temps, d'accepter que tu auras un cycle d'achat qui sera plus long et de continuer à l'éduquer en lui fournissant de l'information qui est condensée. Il est venu s'éduquer sur la manière dont il doit conserver son géranium. C'est des géraniums. Oui, c'est ça. Pendant l'hiver, on a quand même appris beaucoup de choses. Ouais. On n'a pas appris qu'il voulait prendre soin de son géranium pendant l'hiver. On a appris qu'il est détenteur d'un géranium. Et il y a plein de problématiques sous-jacentes à le fait d'en avoir chez soi, d'en prendre soin et d'y mettre de l'attention, que tu vas rassembler dans un book complet dans lequel tu vas pouvoir aussi intercaler des informations sur ta marque, qui tu es, l'autorité que tu as acquise jusqu'à maintenant, les produits que tu as construits, pourquoi c'est des géraniums qui se distinguent, et de renvoyer plus vers l'achat. Ouais. Je pense que c'est la meilleure méthode aujourd'hui pour exploiter. Surtout si tu es dans un marché où dans une situation où tu peux créer des nouveaux produits. Ouais. Pour les gens qui veulent géranium, tu peux vendre des géraniums, et pour ceux qui ont déjà, tu as un engrais spécial, tu as la petite truelle offerte en accessoire, il y a tout un truc à développer autour de ta marque, mais il faut passer du step de petit blog SEO informationnel à marque d'autorité dans ton secteur. Et ça passe... À une marque qui convertit aussi son trafic en SEO et qui n'est pas obligé de vendre des encarts publicitaires sur ses pages parce que ses propres produits ne se vendent pas et qu'en fait, elle a découvert un nouveau métier qui est de ramener du trafic, mais en fait, elle n'est pas capable de vendre son propre produit. C'est pour ça que globalement, des très très bons SEO, si tu sais faire que du SEO, il faut plein de casquettes. On a parlé de la démarche, tu vois, de rester dans ce truc informationnel. Et je trouve que la différence, et c'est là où il y a vraiment le point de bascule entre la partie SEO et la partie CRO, c'est que si, jusqu'à présent, envoyer un e-book pour vendre, c'était un skip, on va pouvoir aller trouver la réponse très rapidement quand même. Ouais. On va pouvoir en être sûr et certain, sous 2 semaines, si tu drives du trafic et que tu as assez d'échantillons qui arrivent sur le site, on va pouvoir tester le e-book. On va pouvoir diviser le trafic en deux, et c'est là où notre méthode intervient, c'est qu'on va pouvoir dans la semaine créer une première version du e-book, diviser le trafic en deux, tester simplement son accroche, même si le e-book il est dégueulasse. Ouais. On arrive à récupérer des mails. Avant, c'est pas ce qu'on exploitait, donc on a déjà fait un pas vers l'avant. On accepte encore une fois que le cycle d'achat il est long, qu'on va pas vendre tout de suite, parce qu'en fait on a déjà testé avant. Le fait de pousser des produits, ça n'a rien changé. C'est ça. On a toujours des utilisateurs qui rebondissaient autant, on a toujours des utilisateurs qui n'étaient pas prêts à acheter sur la page, ils viennent chercher de l'info. Et en fait, t'élimines au final tes hypothèses, tu apprends des choses sur ton trafic, ce qu'il est prêt à faire ou non. Tu arrives à récupérer des mails. Ton e-book, il est toujours claqué au sol, mais tu te rends compte que tu peux quand même en convertir plus. Donc, tu testes des nouveaux titres, des nouvelles accroches, etc. Parce qu'un pop-up, ça prend pas beaucoup de place pour capturer un mail ou même quelque chose qui va s'intercaler sur l'article. Et après, tu vas aller jusqu'à améliorer le contenu de ton e-book avec des trackings spéciaux, tu vois, pour pouvoir identifier aussi d'où la vente vient et attribuer cette vente au e-book et donc à ton trafic organique qui arrive sur la partie SEO. Ouais. Je pense que c'est la meilleure démarche à avoir. Elle est itérative. Elle prend un peu de temps.
elle demande à être concentrée sur la partie article de blog et que ce soit ton sujet principal à ce moment-là, ou du moins que tu sois prêt à ne pas porter d'attention sur tes produits ou ton acquisition payante pendant un bon trimestre, quoi. Mais Oui, au moins. tu sais, à coup d'une semaine à 2 semaines, si tu as des bons échantillons de trafic, tu vas pouvoir obtenir tes réponses rapidement si tu es focus. Tu vois, si d'abord tu veux tester produit vs lead magnet, bon ben voilà, 3 semaines, un mois, tu as ta réponse. Ensuite, quel lead magnet fonctionne le mieux? T'as même pas besoin de... T'as besoin de savoir combien de leads tu fais rentrer en plus. Donc, tu n'as même pas besoin de travailler le lead magnet en soi. Tu as besoin de travailler la manière dont tu l'annonces. Et puis après, tu as besoin de travailler sa performance sur la conversion pure et à quel point tu arrives à créer un lien avec l'utilisateur, une confiance envers ta marque, tes produits et réussir à le convertir. Ouais, en gros, globalement, c'est de partir du SEO, mais je reviens au sujet, si on est premier sur Google mais zéro vente, c'est parce qu'il ne faut pas faire que du SEO. Genre, là, juste la mise en place d'un e-book, déjà, on a touché à 3 autres types de taf. Après, on peut mettre en place un diagnostic ou un quiz. Les gens, mon géranium va mal. C'est un lead magnet, hein, Prenez ton le magnésium. diagnostic. Ouais, c'est ça. C'est dans quelle situation tu te trouves. On va tout faire pour trouver une solution qui t'est propre. Mais ça demande aussi, tu vois, de savoir faire du dev, de savoir mettre en place des A/B Typeform. tests, etc. Ouais, non, mais après, pour pouvoir mettre en place l'A/B test, pouvoir... c'est des choses qui s'apprennent. Un SEO n'apprend pas ça. On n'apprend pas à Ouais, faire... mais t'as toujours su de loin. T'as entendu parler d'A/B test Ah quand oui, tu oui, faisais non. du SEO, Je mais dans faisais, quel cadre? mais je faisais en manuel. Tu vois. C'était... Ouais. C'était et- des tests. Et puis c'est ça, c'était des tests plus que des A/B tests. Et en plus de ça, on a des résultats sous 3-4 mois. Et on n'est même pas sûr de la réponse. Ouais. Et Donc, si tu t'es planté, t'as perdu 3-4 mois. T'as perdu 3-4 mois. Ah non, Ça coûte cher 3-4 mois. c'est très cher, 3-4 mois. C'est pour ça qu'il faut s'assurer de bien le faire. Et c'est pour ça qu'on n'en fait pas trop, au final. De l'A/B test en SEO, c'est vraiment sur des trucs très précis parce que on n'est jamais vraiment sur des résultats. Parce que ça peut marcher, mais ça peut être dû à ce que tu as fait, ou ça peut être dû à un changement dans l'algorithme Google. Ouais. Ça peut être dû au fait que tu as... Oui, d'accord, tu as changé ton header, c'était ça ton test, mais en même temps, tu as envoyé 500 backlinks en plus de méga domaines, donc forcément, ça marche mieux. Ça peut être de plein de choses différentes. Donc ça veut dire qu'il faut accepter pendant 4 mois de juste changer ça et de rien toucher à ce qui variable. C'est C'est impossible. impossible. Donc c'est pour ça, généralement, on en fait. La méthode qu'on applique aujourd'hui sur l'agence, elle est inapplicable Impossible. Au CRO. au SEO. SEO, impossible. Ouais. Impossible. C'est ouf. Donc en fait, tu dois juste rester dans les clous, ne rien inventer surtout. Ne pas sortir des clous qui ont été définis par ta requête type et les personnes qui lead le marché c'est ça. dessus. Et si tu en sors, tu avances un peu à l'aveugle et tu prends un gros risque. Tu prends un énorme risque. risque. Ça peut être vraiment payant parce qu'il y a des SERP où Google a mis ces gens-là en haut parce qu'il sait tout ce qu'il y a. Mais avec les nouvelles updates, etc., il veut plus. Et donc, si tu es un très très bon SEO et que tu es très très rapide et que tu fais tout avant tout le monde et que tu as un bon instinct, ça peut payer de sortir en dehors, sortir des chemins battus. Mais globalement, c'est risqué. On a mis beaucoup de focus sur la partie article Yes. SEO, mais on a quand même des marques qui vont enrichir leur contenu de collection et de produits qui vont se ranker direct sur ces pages-là. Est-ce que, d'expérience, j'ai mon avis sur la question, tu as naturellement des perfs qui sont moins bonnes entre les personnes qui vont te trouver en transactionnel et arriver sur ces pages de collection ou de... Est-ce que déjà, attends, dans l'ordre, Vas-y. une collection ou un produit ranké est obligatoirement sur une requête transactionnelle? Non, tu peux être sur une requête informationnelle, une SERP informationnelle, parce que tu as fait beaucoup d'informationnels dans ta page produit, parce que la SERP n'est pas encore établie, donc Google ne sait pas trop, il est encore en test, il vérifie, il ne sait pas trop, ou parce qu'il y a tellement personne que Google fait ranker ce qu'il peut, quoi. Donc voilà. Mais du coup, les perfs vont varier direct, tu vas te rendre compte. Globalement, oui. Si tu es vraiment sur une requête informationnelle, les gens veulent de l'information. Et maintenant, les gens sont suffisamment éduqués. Et dans les titres, de toute façon, la structure des meta-titles et méta-description est toujours un peu pareil. Globalement, soit tu as un taux de rebond énorme, parce que les gens cliquent, ils voient que c'est un produit, ils se cassent. Soit ils cliquent pas, parce qu'ils se rendent compte que... Voilà. Mais tu as quand même un taux de rebond énorme sur les articles de blog.
Et tu as des gens qui les consultent. Ouais, il y a des gens qui les consultent. Mais globalement, si les gens veulent de l'informationnel et qu'ils arrivent sur ta page produit, ils se cassent. Après, ils auront un taux de rebond quand même s'ils consultent le contenu de ta fiche produit à la seule et unique condition, et peu importe le temps qui reste, qu'ils n'ajoutent pas au panier ou qu'ils ne se perdent pas dans le site. De Quoi. toute façon. Non, ça comptera quand Non, même. non, c'est ça. Ok, et ouais, donc tu as aussi un score. Tu vois, une marque qui fait pas du SEO direct et qui choisit d'investir après quelques temps, elle a déjà un score de site qui a un peu plus d'autorité. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'elle est là, le domaine il a de l'ancienneté, il attire déjà de l'attention sur Internet, même que sans effort, ils sont déjà positionnés sur leur nom de marque ou des trucs basiques, quoi. Ce qui font que quand ils vont enrichir leur contenu de collection, ils ont quand même plus de chances d'être rankés rapidement. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, jusque-là, oui. Et la meilleure démarche pour une marque qui veut développer un pilier organique avec une base de trafic qui vient déjà de la publicité pour en être moins indépendante, c'est de commencer par enrichir ses collections et ses produits. Oui. C'est pas de commencer à rédiger des articles de blog. Non, c'est vraiment de pousser les pages qui importent. Ok. On va commencer par les top collections, homepage, top collection et top produits ensuite. Pourquoi homepage? Parce que tu as envie de ranker le domaine principal? Ouais, parce que c'est super important, surtout pour une marque, de ranker en organique. La homepage qui ressort, c'est Mais super en important. vente, t'as pas plus intérêt de ranker En vente, t'as plus d'intérêt de ranker ta page produit directement, mais une marque, elle veut se créer une image de marque. Et donc, du coup, elle veut que quand on tape son nom, on tombe sur la homepage. Ouais. Et quand on tape son produit principal, on veut qu'on tombe sur la homepage. Dépend aussi comme tu l'as dit, moi j'ai pas tes termes, mais dépend aussi du mot-clé sur lequel tu veux te positionner. S'il y a que des pages d'accueil, Ce sera homepage, c'est ça. Ça va être difficile de caler une page produit. Une page produit. Exactement. De toute façon, le SEO, alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord et qui vont pas aimer, mais globalement, la strat numéro 1 du SEO, c'est regarde ce que font les gens au-dessus de toi et fais mieux. Fais pareil, en mieux. Je pense quand même, pour avoir discuté avec beaucoup de bots qui font du SEO, que C'est globalement ça. c'est globalement c'est ça. quand même un bon standard, quoi. Mais vu que c'est un peu mal vu, ouais. non, on a des strats à fond. Globalement, t'as un crack par SERP qui fait des strats, soit parce qu'il était premier, donc c'est un pionnier, soit parce qu'il est vraiment très bon. Et globalement, t'as tout le monde qui suit derrière en disant il fait ça, ok, je vais faire ça, un peu mieux. Qui crawl en continu pour voir ce qui a changé et c'est ça. Qu'est-ce qui peut nous, lorsqu'on bossait sur les SERP CAS et Paris Sportif, c'est la SERP, il y a tellement de volume que les robots Google ils passent en permanence. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver de page 1 à 99 pour une update, pour une connerie. Donc du coup, tous les matins, c'était de checker nos positions sur tous nos mots-clés. On avait 700 mots-clés par site. Donc ta démarche, si tu as déjà une source de trafic, que tu veux en être moins dépendante, développer ton pilier organique, c'est de commencer par la partie homepage, collection, produit avant d'ajouter des URL et de créer un max de contenu. Est-ce qu'il y a un délai quand même entre les deux où en optimisant la partie collection et produit, il y a de grandes chances que tu commences à avoir déjà des résultats? Non, il y a du monde, tu peux avoir des résultats directs. Si tu as déjà une bonne autorité et ce qui te manque, c'est d'avoir du contenu pour parler à la machine, que sémantiquement Google comprenne de quoi on parle, tu vas monter direct. Il n'y a pas besoin de pousser du blog à fond. Ouais. C'est une bonne stratégie si jamais tu arrives en petit dans la cour des grands. Enfin, si tu es un petit site qui se lance et qu'il y a déjà des mecs qui sont établis et que c'est un gros marché, commence par du long train, va pas directement sur du gros mot-clé parce que tu vas te faire bousiller. Mais ta homepage... mais tu peux rien y faire. Ta page de collection, par exemple, elle va parler de culotte menstruelle femme. Ouais, tu vas pas inventer un mot-clé. Non, mais là, on parle dans le cas où c'est une marque qui est déjà en place. Ouais. Pour une marque, là, demain, un petit e-commerce se lance sur culotte menstruelle femme, pas beaucoup de budget, pas de quoi directement exploser les scores. On va d'abord se focus sur du mot-clé secondaire et du long train pour gagner de l'autorité. Et ensuite, voilà. Des formes de culottes, des matières. C'est ça. C'est une fronde. Hein. Tu emmagasines de la puissance et ensuite, quand tu lâches... ensuite, tu as le droit. Ensuite tu peux lâcher et ça peut aller loin. Mais avant, ça sert à rien. J'ai bien compris la méthode. Comment on comprend que notre page de collection produit, eh bien, que les actions qu'on a menées sur notre page de collection produit ou page d'accueil en SEO portent leurs fruits? Parce que tout le monde check ses analytics qui sont plus globales. Et là, c'est là où ta partie CRO rentre plus en jeu que ta partie
trafic pur, parce que toi, à mon avis, tu es bien capable d'identifier quand même les positions que tu gagnes, et Ouais. donc le fait que le travail de SEO porte ses fruits, mais est-ce qu'il est rentable? C'est ça. Bah, c'est là où, du coup, le SEO, globalement, là, je vous ai ramené le trafic. C'est votre taf maintenant. Le Ah SEO ouais. pur, c'est un peu comme ça qu'on fait. Mais c'est dommage de justifier ta valeur seulement par ta position sur les réseaux, Ouais. alors que tu as un coût fixe. Ah non, mais alors, on est d'accord, et c'est pour ça que je te dis que j'en reviens un peu de ce truc-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, on me demandait, ah oui, le taux de conversion, etc. Coût Et- fixe ou pas, parce que en fait, tu pourrais très bien gérer ton contenu toi-même en interne, mais ça te prend oui, du temps. bah oui, oui, mais c'est en ça où SEO, CRO, ça va ensemble. C'est très opposé, mais ça va ensemble globalement, mais c'est plutôt une continuité. Une fois que tu as ramené le trafic, après, il faut s'assurer que le trafic que tu ramènes est qualitatif et que tu vas pouvoir l'utiliser pour que ce soit rentable. Là où le SEO va avoir tendance à dire, moi, vous m'avez dit faire monter cette page-là elle est montée. Enfin, c'était mon taf. Et SEO, ça veut dire search engine optimization, c'est pas le conversion rate. Du coup, c'est pas mon taf. Globalement, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit, quoi. Ouais, mais en fait, on a encore beaucoup trop de gens. Je sais pas comment cette vidéo va se positionner, mais si elle se positionne, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont dans une situation dans laquelle ils ont investi directement ou même du temps ou des ressources sur de la génération de trafic organique sur les réseaux de recherche et que ça n'apporte pas de résultats. Et après, du coup, c'est un autre taf encore. C'est le growth hacking. Tu On m'a vois. pas dit ça au début, moi. De quoi? On me l'a pas annoncé, quoi. Ah bah Moi, oui. je voulais être premier et ça coulait de source, tu vois. Bah oui, mais non, c'est ça. C'est tout ce truc-là. Non, c'est pour ça que maintenant, les gens, alors, quand tu regardes un peu sur les agences marketing ou les grosses marques qui cherchent des gens, il y a moins en moins d'annonces pour des SEO. Les gens, ils veulent des growth hackers. Ils veulent des gens qui gèrent la croissance. Ça veut tout dire. Ouais, C'est ça veut tout globalement, dire. tu vas tout Moi, faire. quand je définis mon agence CRO avec des personnes lambda, on va dire, je dis que j'ai une agence j'ai une génération de croissance. Moi, c'est ça. Bah, Bon, en globalement, c'est anglais ça. surtout, j'ai Growth Yeah. Agency, tu vois. Genre, Bah, c'est ça. Et donc, c'est pour ça, les gens cherchent de moins en moins de SEO parce qu'ils commencent à Mais d'un voir côté, je me fais que. piéger. Je réfléchis en même temps, je me fais piéger à chaque fois parce qu'il me dit, mais grosse de quoi? Genre, Bah oui. je dis, bah, t'as du trafic, tu fais quoi? Bah, si quelqu'un pose la question, c'est qu'il est déjà un peu renseigné, du coup. Ouais, bah. Moi, globalement, j'explique à mes parents, je fais de la croissance. Ils font Tu crois, toi? Ah, tu crois, toi? Moi, je crois, je suis croyant. Je suis croyant à la base. Mais ouais, donc, growth hacking, etc. Et moi, c'est ce vers quoi je veux tendre, c'est avoir, voilà, être bon en ads, être bon en SEO, être bon en CRO. Tu vois, avoir ce triptyque-là que je maîtrise pour avoir une vraie plus-value et pouvoir être Hmm. capable d'avoir de l'acquisition. Une bonne vue d'ensemble. Ah, c'est ça, organique et ads. Et en même temps, après, derrière, s'assurer que je ramène pas des mecs juste pour qu'ils se promènent sur mes pages, mais pour Ouais. qu'après, derrière, ça encaisse. Tu vois. Donc, Ah, bah, ce truc-là. c'est le nerf de la guerre, Bah, c'est ça. c'est le plus important. Pour moi, t'es quelqu'un qui est capable d'apporter du trafic et qui est capable de l'exploiter. T'as gagné. Ouais, c'est ça. Bah, T'as gagné, on s'en rend compte. Hein. c'est Nos exactement. clients, ils nous font confiance parce on comprend les efforts qu'ils font pour ramener du trafic sur leur site. On comprend ce trafic et on est capable de créer un funnel et un parcours en adéquation avec tout ça. Et c'est le nerf de la guerre. On ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas rentré ses numéros de carte bleue et qu'il a finalisé son achat. C'est ça. Par contre, après, en effet, on va lever les mains. Nous, on s'arrête. À ce Bah oui. moment-là. L'acheminement du produit, la logistique, C'est pas notre etc., taf. c'est toi. Donc, c'est en ça qui gère. où, d'un côté, oui, le SEO qui te promet je vais te ramener 5 cas de volume mensuel sur tes pages et qu'il le fait. Mais après, derrière, il n'y a pas de conversion. On a envie de lui dire bah attends, mec. Enfin, tu me ramènes 5K, mais il vaut rien. Ton trafic vaut rien. D'un autre côté, chacun son taf aussi, quoi. Donc, c'est ça que moi, je suis un peu entre les deux. Je suis dans la transition. Je me dis, ah, quand même. Mais ouais, l'objectif, moi, c'est personnellement, à titre personnel, pour mes projets, mes envies, c'est de maîtriser les trois. C'est ads, SEO et De toute façon, CRO, quoi. on va être de plus en plus, et on l'a déjà été avant que tu arrives, c'est des sujets qui bougent parce qu'on doit être concentré sur certains sujets. Tu vas être de plus en plus confronté à des boîtes qui ont un trafic SEO, Ouais. blog ou autre qui est monstrueux, qu'ils n'arrivent pas à exploiter. Tu vois. Et on va vouloir chercher de l'impact. Donc, soit on va se concentrer sur le trafic SEO qui est déjà, qui convertit déjà pour faire en sorte qu'il convertisse mieux. Mais globalement, on l'aura déjà plus ou moins fait parce qu'on s'est concentré sur le premier achat et sur les pages qui ont la plus forte valeur. Mais tu vas reculer à un moment sur ces pages qui enregistrent un trafic monstrueux qui est quasi égal à ce qu'on paye tous les jours.
et dans lesquels il faut craquer le truc. Ouais. Il faut craquer le truc parce qu'on a l'impression qu'on passe à côté d'un truc de malade. Pour le coup, ce sera différent pour chaque store, pour chaque boutique. Ah, mais Il c'est faudra déjà le cas. réinventer la C'est formule. déjà le cas pour Oui, tout. c'est déjà le cas pour tout, mais en SEO, on a globalement des guidelines où tu vas apporter du trafic sur tes blogs, bah faut faire ça, 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 ça. Après, globalement, tu t'adaptes à la SERP, tu t'adaptes à tes concurrents. Mais quand on va passer de l'autre côté et qu'on va devoir, nous, prendre ce trafic et le transformer en client, ça va être... Ouais, je pense qu'on sera dans... Il va falloir se On l'a fait, réinventer hein. en permanence. Ouais, bah, moi, pas encore. Mm. J'ai pas encore été soumis pour l'instant. Les shops sur lesquels j'ai bossé, on est très peu sur le blog. Hein. Ah ouais. Il est Mais ouais, puisque négligé, voire inexistant. Tu vois. en fait, tu es arrivé dans un stade où ce que tu dois maîtriser en priorité, c'est la partie conseil et audit. Ouais. Et tant que tu ne maîtrises pas à 110%, on parle vraiment complètement autonome sur cette partie. Aujourd'hui, on est encore dans une situation dans laquelle on se complète. Tu vois, des trucs que je vois pas inversement. Ouais. Ça me permet quand même, depuis que tu es là, de livrer des audits qui sont plus complets qu'avant et aussi d'économiser du temps sur la partie récupération de l'info, des données, de tous les constats. Tu vois. Donc, ça, c'est indéniable. Mais pouvoir faire ces audits à 100% et voire à 110 et cette phase de strat, c'est ce qui te permettra aussi d'intervenir sur les clients qu'on accompagne déjà. Donc toi aujourd'hui tu es vraiment dans une situation sur 5 mois où tu t'adresses qu'aux personnes qu'on prévoit d'onboarder, pas qu'on accompagne depuis un bout de temps. Ça arrivera, hein, t'inquiète, c'est juste que étape par étape, ça sert à rien de complexifier tes tâches quotidiennes si la fondation est pas encore 100% là. Mais quand ce sera le cas, je te jure que dans tous les cas, on va arriver sur des blogs. Moi, parce que je suis très chaud. la finalité de ce que j'ai envie de dire, quand tu onboardes un client, tu dois aller chercher du résultat direct. Tu te concentres là où il y a déjà de l'argent. Tu vas pas essayer de convaincre plus de personnes. Tu vas essayer de tirer plus de revenus de personnes qui sont déjà convaincues ou de briser les dernières objections à l'achat. Et ça, tu dois le faire dans tes 3 à 6 premiers mois parce que c'est là où tu vas justifier aussi instantanément la valeur de ton service et pas faire patienter ton client pendant je ne sais pas combien de mois alors que tu as un coût fixe. Donc ça, c'est vraiment le focus qu'on a et tu l'as compris, c'est la manière dont on structure les audits. Mais tu vas bientôt arriver, et là, cette transition, elle va se faire dans peu de temps, sur des clients qu'on accompagne depuis bien plus de 6 mois sur lesquels on a des problématiques sur ce trafic SEO. Pour l'instant, j'envoie des recommandations, parfois je te demande ton avis, mais tu vas être aussi inclus encore beaucoup plus dans la strate de ces personnes-là, sur lesquelles on va pouvoir affiner, toi et moi, notre propre compréhension de ce qui marche ou pas pour tel ou tel marché, d'être capable aussi, au fur et à mesure et avec le temps, de faire des meilleures recommandations pour des personnes qui sont dans la situation, ils sont top 1 c'est ça. sur Google. Ouais, c'est ça. Et ils font 0 vente. D'où le titre. Excellent. Ah non, mais pour le coup, on emmagasinera au taquet de knowledge et c'est cool. Et on pourra en faire encore du contenu, il y aura des trucs à dire. Voilà. À fond. Partie 2, quand on a fait. Quand on a balancé une dizaine de tests sur des personnes qui sont top 1 sur Google. Et qui font 0 transaction. Qui font 0 vente, c'est ça. Ou presque. Hein. Écoute, c'est tout. Ouais. Je pense. T'as un truc à dire pour la fin ? Non, bah écoute, moi je suis bon. Je sais pas si t'avais des questions, quoi. Non, bah, j'ai pas d'autres questions. On est passé par plein de choses quand même. On a vu ton parcours, ton intégration dans la boîte et les différences entre le SEO dans sa méthode et le CRO à Skip. Et comment convertir du trafic quand on est sur des requêtes plus informationnelles ou transactionnelles. Les différentes manières aussi de faire du SEO et d'aller chercher son trafic pour les personnes qui sont capables d'aller générer de la fiche produit et de se ranker où ils veulent. Et des personnes qui ont un catalogue plus restreint et qui doivent ranker d'autres types de contenus ou de pages sur les mots-clés qu'ils veulent aller chercher. Je pense qu'on a bien fait le tour. Si vous avez des questions sur la partie SEO, contactez Kylian dans les commentaires, il passera faire des tours. Si vous avez des questions sur la partie CRO, contactez Kylian dans les commentaires. Il passera faire un tour. Il passera faire un tour. C'est important d'avoir cette jonction entre les deux, comme je te l'ai dit. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est le fait que tu maîtrisais bien la partie trafic et que tu avais déjà l'habitude de faire des tours et de passer du temps sur des sites. Et on est ultra satisfait, ça se passe bien et je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux vu la direction que ça prend avec le temps. Et puis, tu commences à bouffer pas mal de sites. Je pense que tu en as mangé au moins une vingtaine. Là, ouais. Plus les inspi que je me suis tapé aussi. Mais, et on parle de manger des sites quand même de fond en comble. Ah bah, donc,
Donc ça, niveau skills, il n'y a aucun doute que tu as explosé sur les 5 derniers mois. Et puis après, c'est un truc aussi qui est vu sur du long terme. T'as vu, c'est une grosse formation quand même. Moi, je suis... Pour le coup, j'ai pas mal bougé. Dans les 2 dernières années, j'ai pas mal bougé de boîte, etc. Essayant de trouver un peu mon équilibre un peu partout. Et ouais, non, moi, je me régale à Deployer. Et j'ai encore mes contrats SEO sur le côté. Ça me permet de continuer à faire ça un peu aussi. Et non, à fond, long terme. Let's go. Long terme, ma gueule. Let's go. Merci pour votre attention. À bientôt dans une prochaine vidéo. Kylian, merci. Bah, je t'en À prie. bientôt. Bientôt. Bah, je sais que t'es en avion, mais... Demain, Ouais. sur Gazer. C'est ça, impeccable. Incroyable. Allez, ciao, prochaine. Ciao.